Ah ça, il y en a des comptes qui vous expliquent comment les dividendes, faut les acheter tout le temps avec une méthode DCA, puis en plus on va mettre des ETF par-dessus le marché. Enfin, bref, la totale de ce qu'il faut pas faire en bourse. Mais il y a des choses intéressantes quand même à faire. C'est pas à jeter à la poubelle. Vous allez voir que j'ai une petite opportunité intéressante sur le sujet et qui va vous expliquer pourquoi elle est et vous donner une mode d'emploi des dividendes. Vous allez voir, ça devrait être assez intéressant pour ceux qui s'y connaissent pas du tout. Et puis on aura aussi toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs finlandaises que vous m'avez demandé à étudier. Et puis justement, sur les finlandaises avec des dividendes. Et puis on verra ensuite évidemment un petit tour sur les pépites, les meilleures valeurs selon mon environnement qui sont en train de repartir à la hausse. Allez, c'est parti pour le 92e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle, le vrai contrôle. Le contrôle de ce que vous avez à faire et d'essayer d'optimiser des stratégies diverses et variées. On va parler de dividendes aujourd'hui. Dividendes, pourquoi ? Parce que c'est ce que... ça va être une vidéo qui va être énormément vue, évidemment, parce que tous les gens, dès qu'il y a le mot dividende quelque part, tout le monde se jette dessus. Vous allez voir que j'ai une perception un peu sociétale aussi des choses sur les dividendes, parce qu'on a une perception, les gens qui connaissent pas la bourse ont une perception... de la fortune potentielle qui est peut-être pas tout à fait au rendez-vous s'ils font pas exactement comme moi je pense qu'il faut faire. Et vous allez voir qu'il faut savoir être très patient. Et donc ce sera un mode d'emploi que je vous proposerai sur la partie dividende avec quelques petites leçons de morale à certains qui vous expliquent qu'ils font des fortunes phénoménales. Mais quand vous faites juste des petites divisions, vous vous rendez compte que c'est pas extraordinaire. Donc voilà, ça va vous apprendre pas mal de choses. J'espère que vous l'apprécierez et vous saurez mettre des pouces et des likes à cette vidéo. Et une vidéo qui sera surtout éducative. Et puis on aura aussi une partie sur la macroéconomie, même si les Américains en ce moment, ils ont pas trop de chiffres parce que les fonctionnaires des États-Unis sont au chômage. Et puis on aura une perception aussi. Alors, moi je suis assez épaté, mais c'est comme ça. Une perception sur les indices qui sont, ils sont en train de monter. Tout simplement, ils sont toujours en train de monter de manière assez surprenante, mais c'est comme ça. Trouver le point haut, c'est pas facile, mais on verra bien ce que ça donne sur pas mal de choses, sur notamment les pépites, sur les valeurs, les fantastiques, et puis on verra aussi, on fera un petit tour rapide sur les valeurs finlandaises. Les finlandaises où j'ai décidé de... Alors il y en a beaucoup qui m'avaient donné, ça fait des semaines qu'on travaille sur les finlandaises, et là on a un angle, évidemment, sur les dividendes, et vous aurez des exemples de comment on applique ce que je viens de raconter, et si sur celle-ci ou sur celle-là, il est peut-être pas intéressant de patienter un petit peu, parce que la patience en dividende c'est très important. Donc ce sera vraiment le fil rouge de cette vidéo, la 92e du nom, et j'espère que vous l'apprécierez beaucoup. Allez jusqu'au bout parce que c'est vraiment intéressant, jusqu'au bout, puisqu'il y a la théorie et la pratique. Allez, je vous retrouve juste après la petite pub pour les services que je propose. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, et puis comme d'habitude, je vous mets ici le portefeuille Dynamic Invest long terme de 2025. On arrive dans la dernière ligne droite. On est toujours au-dessus de plus de 50. Alors on n'est pas au plus haut, on a été beaucoup plus haut, comme je vous le disais la dernière fois. On était jusqu'à plus 70, on est redescendu à plus 50. Et ça s'est stabilisé, ça remontait un petit peu. Mais bon, voilà, c'est pas d'importance. Et vous verrez qu'on va tenter, ça sera à suivre dans le futur. On va voir si on va pouvoir finir au plus haut historique. Et puis on verra bien si on commence au plus bas et qu'on finit au plus haut. Ce sera une belle année 2025. Et c'est une stratégie que j'enseigne alors soit à travers la formation, soit à travers Dynamic Invest, le portefeuille, où il y a le portefeuille, mais il y a plein d'autres choses à l'intérieur, il y a plein de portefeuilles. Et j'ai décidé de pas mettre de propositions dans ce service, comme quoi je suis vraiment un mauvais commercial, mais j'ai décidé de pas mettre en avant une stratégie dividende, alors qu'on voit des comptes, et notamment un compte le faire et le vanter, et parce qu'à vrai dire, nous ne sommes pas dans un espace-temps, à mon avis, en bourse, qui autorise à ce genre de stratégie. On est peut-être dans l'épargne,
on est peut-être dans des dimensions différentes, mais on n'est pas dans l'investissement dynamique que je prône, puisque l'investissement dynamique est quand même basé sur un événement de début qui fait qu'on va investir et un événement de fin qui fait qu'on va se désinvestir d'une action. Moi, je suis que dans les actions. Et c'est ça que je prône parce que c'est ça qui est gagnant, à vrai dire. Hein. Vous avez à votre disposition à la fin un programme de formation qui s'appelle Débuter en bourse, que les gens ne regardent pas assez à mon goût, hein, mais qui commence par ma stratégie gagnante et qui explique pourquoi je ne suis pas dans les deux extrêmes, soit le trading à haute intensité, soit l'investissement passif complet, qui pour moi sont deux extrémismes. Et comme tout extrémisme, généralement, c'est pas bon pour la santé, là en l'occurrence de votre portefeuille boursier. Et c'est pour ça que le dividende, je voulais vous faire un point sur le dividende et de mon ressenti qui sera, voilà, c'est un mode d'emploi de ce qu'il faut pas faire et puis un mode d'emploi de ce qu'il faut plutôt faire, parce que à vrai dire j'ai un exemple qui m'est tombé dessus et je trouve qu'il est super intéressant et c'est là où je trouve que investir pour une notion de dividende, il y a une action là qui est sortie et qui me paraît intéressante. C'est un exemple mais qui va vous donner un peu d'éducatif, qui va vous permettre de voir qu'on peut percevoir les choses d'une manière différente avec un résultat futur qui va être vraiment intéressant, et puis il y a des pièges derrière. Mais je voudrais commencer par je suis pas spécialement quelqu'un qui veut faire le bad buzz pour critiquer les uns ou les autres, parce qu'il y a, à vrai dire, les uns et les autres ont tous des stratégies qui sont justifiables. L'important, c'est de gagner en bourse, à vrai dire. Celle qui est la plus intéressante à mon goût, c'est la mienne. Je suis un peu auto-centré, mais enfin, à un moment donné, heureusement que c'est moi qui suis... Heureusement que je suis vraiment dans l'idée que c'est ma stratégie la meilleure, même si elle est modulable, et les gens qui sont dans Dynamic Invest le savent, hein, je leur explique comment moduler, tout en gardant une trame, à moduler les choses. Mais... je trouve que la stratégie sur les dividendes est une stratégie complètement aberrante parce qu'elle n'explique pas le cadre dans lequel on est. La première des choses que je voulais vous dire, c'est que je vois des comptes, voilà, je vous disais sur Twitter, enfin Twitter X maintenant, qui me gênent énormément. C'est catastrophique. Alors je vois des gens, mais ils s'affichent carrément dans leur libellé. Hein. C'est-à-dire, vous avez quand vous êtes Twitter, il y a une petite présentation en quelques lignes de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, de ce qu'ils mettent en avant. Et il y a notamment un garçon, une femme, on ne sait pas qui est-ce qui est derrière, qui propose l'idée du dividende. D'ailleurs, son nom commence par dividende, le roi du dividende. Je ne vais pas aller plus loin sur son nom. Et il affiche clairement qu'il a investi 1 100 000 € qui sont sur les marchés. Donc déjà, on n'est plus en PEA. Parce que le PEA, c'est bloqué à 150 000, donc il est peut-être partiellement en PEA, mais globalement, il n'est pas en PEA. Ça, faut retenir ça, parce que vous allez voir qu'il y a des conséquences. La deuxième chose, c'est qu'il dit qu'il touche 30 000 € par an de dividendes, ce qui fait assez impressionnant. On va revenir sur la psychologie qu'il y a derrière pour pouvoir faire qu'il a 70 000 abonnés sur son compte, alors que moi, j'en ai 7 000. Je m'en fous complètement. C'est pas le sujet, c'est qu'il a 10 fois plus de gens qui le regardent. Sauf que tout ce qu'il raconte, c'est des faussetés totales. Et la première fausseté, c'est de dire qu'il gagne de l'argent. Alors, j'ai fait le décompte quand même. J'ai pris ces 30 000 €, j'ai divisé par 1 100 000. Déjà, vous, si vous avez 1 100 000, on en rediscutera. Ça fait 2 500 € par mois. Ah bah, pour un smicard, c'est sûr que c'est gigantesque. Même pour quelqu'un qui a un petit cadre moyen, qui gagne 2 000 à 3 000 balles par mois, il se dit, putain, je peux doubler mon salaire. Ouais, il faut que tu arrives à poser 1 100 000, mon ami. Hein. Et puis, je vais vous quand même faire juste un calcul. C'est que vous divisez 30 000 par 1 100 000, ça fait un peu moins de 3% de rentabilité, de rentabilité. Donc 3%, ça fait quand même déjà très léger. Mais ce monsieur-là, je vous rappelle, il n'est pas dans le PEA, parce qu'il n'a pas 1 100 000 en PEA, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il les a posés sur un compte titre. Ça veut dire que dans le cadre où il est français, visiblement c'est un compte français, donc ça doit être en France, il a 30% de flat tax. Donc du coup, ça fait plus qu'1,9% de performance nette. 1,9% de performance nette. Moi, personnellement, le jour où j'aurai 1 million d'euros, j'espère tirer un peu plus que 1,9%. Parce que je vous le dis quand même, c'est juste un poil au-dessus du PEA de cette année qui a baissé. Hein, parce que l'an dernier, le PEA, pardon, pas le PEA, c'est le livret A, tant pour moi, qui était à 3% il n'y a pas longtemps, là il est à 1,7%. Donc on est autour, voire parfois en dessous, le livret A, qui lui n'a aucun risque. Ah, évidemment, cette personne n'explique en aucun cas les moins-values latentes qu'il a en cours sur ses actions, parce qu'il a investi cet argent-là, mais est-ce que ça vaut toujours la même chose? Nous sommes sur des valeurs qui bougent, hein, donc évidemment, on ne sait pas trop. Ça peut peut-être monter parce que le marché est plutôt bienveillant, donc ça c'est peut-être plutôt positif. Bon, non, c'est strictement rien, à vrai dire. Évidemment, il doit y avoir des bancaires, donc elles sont hautes, donc il est peut-être gagnant. Donc vous voyez, je ne suis pas non plus que machin, mais à vrai dire, ces victoires sont beaucoup plus sur la partie de la valeur de l'action et non pas sur les dividendes. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 1,9% net par rapport à ce que je vous ai fait voir sur le portefeuille dynamique qui lui fait 40-50%, et je suis un peu énervé en ce moment, 50% en 10 mois. Ça fait quelques années de ces dividendes à lui, quoi, qu'on soit très clair. Ça, c'est la première chose que je voudrais que vous entendiez, c'est de faire savoir
tout simplement faire 2-3 calculs tout bêtes, tout simplement. Mais plein de gens suivent cette personne-là. Et après, je n'ai pas envie d'aller plus loin sur le sujet. Faites attention à ces comptes, c'est catastrophique. Mais pourquoi ces comptes-là sont extrêmement suivis ? Eh bien, on est du côté sociétal. On n'est pas du côté de la bourse, de gens qui regardent les vidéos comme la mienne. Ce sont des gens qui sont interpellés par la société. La société vous dit, c'est salauds de dividendes. C'est des salauds. Le CAC 40 et les milliards de dividendes. Ouais, ok, très bien. Souvent, la plupart de ces gens-là, d'ailleurs, sont dans les sociétés en question. Vous savez, il y a un certain Jean Jaurès qui expliquait, si vous voulez gagner de l'argent comme vos patrons, vous avez juste à acheter leurs actions. Acheter leurs actions. Donc, Jean Jaurès, hein, c'est pas un homme de droite, hein, loin de là, du début du siècle dernier. Donc, prenez le pouvoir, reprenez le contrôle, tout simplement de ce que vous avez à faire. Et vous pouvez parfaitement obtenir des dividendes. Mais à vrai dire, c'est pas si important que ça, parce que ce sont des stratégies qui ne concernent pas le particulier, ça concerne des fortunes, des gens qui ont une fortune. C'est des gens qui possèdent la société, qui ont des parts très importantes et qui veulent payer la Ferrari et le LOA sur la Porsche. C'est pas notre intérêt à nous. Nous, les particuliers, on cherche à augmenter notre revenu de manière assez importante, sachant que moi, je prône l'idée que nous ne sommes pas dans l'épargne. Nous ne sommes pas dans l'épargne, nous sommes dans l'investissement. L'investissement, c'est très différent. C'est très différent. Il y a une notion de risque. Avec l'épargne, il n'y a pas de notion de risque. Là, il y a quand même une notion de risque. Il faut pas l'oublier. J'en prendrai toujours le même cas, mais le cas Orpea était la boîte de bons pères de famille avec des dividendes qui n'étaient pas très élevés. Et on va revenir dessus, et qui s'est effondré en bourse. Je peux vous dire que vos dividendes, vous auriez pu l'avoir 50 ans, cette action, vous n'avez pas récupéré votre argent. Donc sociétalement, la haine du dividende, des mecs qui gagnent de l'argent sur le dos des autres, des ouvriers qui travaillent et qui ne le méritent pas, voilà, c'est des angles d'attaque sur les dividendes qui sont tout à fait entendables, qui sont même respectables pour celui qui bosse, et c'est tout à fait entendable. Mais par contre, les gens qui ont ces 30 et qui gagnent de l'argent sur ces 30, bon, écoutez, c'est la société d'aujourd'hui, c'est le monde capitalistique. J'ai envie de vous dire, créez votre boîte et créez votre propre activité, puis vous y arriverez par vous-même. Mais voilà, on vous crée aussi vos peurs pour ne pas le faire. L'idée que je voulais vous dire à travers ça, c'est qu'on vous fait penser que parce que eux touchent des dividendes et sont des milliardaires, ils sont devenus milliardaires parce qu'ils touchent des dividendes. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. C'est plutôt des sociétés qui ont grandi. On pense aussi à Warren Buffett. Warren Buffett qui soi-disant, gagne une fortune phénoménale sur Coca-Cola parce qu'il touche des dividendes. Donc je vais faire comme lui, je vais acheter des Coca-Cola et faire une fortune. Pas du tout. À vrai dire, ce qu'il a fait, Warren Buffett, il a acheté il y a 50, peut-être même plus, 50 ans, il a acheté de l'action Coca-Cola qui a fait fois 100. Si vous touchez 1% de dividende sur un cours de bourse qui est à fois 100, vous touchez 100% de votre paiement du début. Donc vous touchez la mise du début d'il y a 50 ans tous les ans. Donc là, c'est une manne financière énorme. Mais à vrai dire, c'est simplement que Coca-Cola est parti d'une entité, une grosseur qu'il était, il est arrivé à une autre grosseur mondiale, et il est beaucoup plus gros, et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une value, mais ça a été d'abord une valeur croissance. Et aujourd'hui, Warren Buffett, il roule avec cet argent-là, et il est finalement comme les héritiers de la famille Coca-Cola. Non, il n'existe pas la famille Coca-Cola, mais des gens qui possèdent une grande partie de l'entreprise Coca-Cola. Donc à partir de ce moment-là, c'est un rentier aussi sur cette histoire-là. Mais lui, il a une dynamique qui fait d'autres choses. Donc vous êtes arrivé en bourse, vous êtes nouveau, je veux faire des dividendes parce que la société dit que c'est ce qui fait faire des fortunes à plein de gens, donc moi je veux faire fortune comme eux, ce qui est tout à fait normal, on fait de la copie entre guillemets, et donc je vais faire du dividende. Et on vous explique qu'il faut acheter telle action qui alors il y a les dividendes aristocratiques je crois, qui montent. Super. C'est du n'importe quoi. Il y a une chaîne que je vais pas citer parce que je pourrais m'énerver après beaucoup de gens et je me ferais plus d'ennemis qu'autre chose et ça servirait à pas grand chose. Il y a des gens qui vous mettent en avant qu'il faut acheter des actions qui ont des dividendes qui montent. Je vous certifie qu'ils vont se prendre une calotte à la prochaine déglingade des marchés financiers parce qu'à vrai dire, ça ne justifie en aucun cas la valorisation des actifs qu'ils achètent. Mais bon, c'est pas grave, ça file et puis après on vous dit qu'il faut acheter de l'américain, etc. Ouais, pas de problème, l'américain. Je vous rappelle que la flat tax vous enlève le rendement que vous avez obtenu qui est déjà difficile, on vous enlève 30%, c'est-à-dire à peu près un tiers du gain. Donc si vous faites 3% en brut, il reste 2% en net. Ça commence à être vraiment très très faible. Et c'est ce qui se passe sur ce compte-là dont je vous parlais. À vrai dire, on joue avec vos émotions.
On joue avec ce que vous avez au fond de vous. Alors moi je suis pas un grand psychologue, il y a des mots qui sont positionnés là-dessus, hein. Voilà, on manipule un petit peu la vérité. C'est pas vraiment un mensonge, on manipule la vérité pour vous orienter vers quelque chose qui serait vraiment intéressant. Bah oui, il gagne 2500 € par mois en dividende, il a oublié d'enlever donc la flat tax, il a un peu moins finalement, c'est plutôt pas 30 000 € par an, mais c'est plutôt 20 000, mais il y a 1 million d'euros en face. Vous avez 1 million d'euros, vous ? Vous êtes des gens qui gagnaient, je sais pas, 2500 €, et comme toute personne normalement constituée, le reste à vivre après avoir payé toutes les charges classiques, s'il y a 1000 balles, c'est déjà bien. Et une fois avoir tout payé, s'il y a 500 balles, c'est gigantesque. Donc 500 balles pour aller à 1 million d'euros, vous avez travaillé toute votre vie. Et donc à partir de ce moment-là, c'est une grande erreur. Ça, c'est un peu le truc que je voulais vous mettre en place pour vous faire comprendre que la stratégie dividende n'est pas gagnante, c'est plutôt de l'épargne. Faut-il acheter des actions qui vont être capables de tenir le coup? Il y en a qui existent. Moi, je trouve qu'il y en a une en ce moment qui est intéressante et je vais en reparler juste après. Mais globalement, c'est pas comme ça que vous allez gagner de l'argent en bourse. Gagner de l'argent en bourse, c'est prendre des risques. C'est jouer avec les risques. C'est essayer de perdre le moins possible beaucoup pour gagner le plus possible beaucoup. Et la notion de beaucoup est importante. C'est-à-dire que ceux qui gagnent peu, il y a de grandes chances qu'un jour, ils perdent beaucoup. Parce qu'à vrai dire, vous pouvez toujours avoir des cas où c'est une catastrophe boursière. Et ça, vous voulez pas... souvent, les gens ne veulent pas l'entendre. Donc, ils achètent des actions qui bougent pas. Ça, c'est très très dangereux parce qu'il y en a une qui un jour va bouger et bougera avec grande chance pas dans le bon sens. Donc du coup, votre map des gains et des pertes va faire que vous n'allez jamais gagner d'argent. C'est comme ça que je retrouve beaucoup de gens qui viennent vers moi, qui me disent « Ouais, ça fait 20 ans que je fais de la bourse et j'ai rien obtenu. » Ah oui, t'as jamais voulu apprendre, t'as jamais voulu t'occuper de ta conscience et de ta connaissance. Résultat des courses, t'es un inconscient et à partir de ce moment-là, ta conscience t'explique que tu fais fausse route. Et la plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent la bourse. Et ça, c'est vraiment ce que je trouve navrant, c'est de finir la bourse en n'ayant rien compris au début et finissant la bourse en n'ayant toujours rien compris, mais par contre avec un portefeuille qui a diminué et une fortune qui a vraiment baissé. Donc les dividendes, pour moi, sont une hérésie dans l'espace-temps. Parce que vous venez aussi en bourse en pensant que tous les traders gagnent des 1000 et des 100 tous les jours, ce qui est totalement faux. Vous voyez, là, je suis dans une période un peu difficile. La courbe n'est pas mauvaise, mais il y a des moments difficiles, il y a des moments où on se remet en question. Est-ce que mon système fonctionne? Pas toujours facile. Et tout ça, c'est des images d'Épinal. C'est vraiment des adages. C'est des perceptions que vous avez d'une réalité qui n'est pas celle qui est la vérité de ce que nous vivons au quotidien. Donc on est face à des choses qui vous font croire puis on vous fait croire la sécurité à l'intérieur de ces valeurs à dividendes, alors que c'est totalement faux. Totalement faux. À partir de ce moment-là, si vous comprenez ça, vous allez dire ok, mais pourquoi mode d'emploi dans le titre? Parce que je vais vous donner quand même 2-3 astuces pour pouvoir constituer partiellement et à force d'attente partiellement un portefeuille de valeurs à dividendes avec une sécurisation un peu meilleure, entre guillemets. Mais l'idée est déjà de dire qu'il n'est pas bête non plus quand la valeur a été achetée, je sais pas, à un niveau de 100 par exemple, et qu'elle est arrivée à 200, de dire est-ce qu'il n'est pas intéressant d'en encaisser une partie, histoire de protéger le portefeuille d'éventuelles catastrophes sur une valeur qui n'aurait pas bougé, qui aurait créé du dividende, mais qui à un moment donné part à la baisse, et vous vous dites bon, ok, il y a des soucis, vous lisez les news, vous dites oh là, celle-là elle va très mal. Je pense cette semaine, il y a Dassault Systèmes, c'était annoncé, je l'ai dit dans la vidéo 440. Je pense à ST Microelectronics, où là aussi, j'ai clairement dit, ça s'est cassé la figure tout ça cette semaine, avec des news très 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 mauvaises. Mais ça, c'était déjà annoncé dans les vidéos précédentes. Donc, j'ai envie de vous dire que là, après, les gens, ils sautillent, ils picorent, ils passent d'une chaîne à l'autre. Voilà, tout était dit sur ces dossiers-là. Ça n'empêche pas que j'ai parfois tort, mais sur ces dossiers-là, c'était clairement dit. Si vous étiez dedans, c'est que vous n'avez pas écouté ma vidéo. Donc, on a des catastrophes qui peuvent être compensées par des ventes quand vous avez une action que vous avez prise et puis qui a monté, et vous étiez là pour du dividende, puis finalement, elle a monté fort, et c'est pas inintéressant. Je pense à la BNP, par exemple, dans le bancaire, il est peut-être pas bête de commencer à alléger. Même si moi je pense que la Générale peut peut-être encore continuer, mais AXA c'est pareil, faire attention. Et c'est des valeurs à fort dividende. Vous allez me dire, oui, mais j'ai le dividende qui me protège. Ouais, on en reparlera. Et là, on vient tranquillement vers l'idée de où est-ce que dans un graphique, où est-ce que dans une valorisation, la valorisation c'est compliqué pour vous, c'est quelque chose de très nébuleux. Donc déjà, est-ce que graphiquement, prenant un graphique sur longue période, est-ce qu'il est plus intelligent d'acheter en bas ou d'acheter en haut? On est en haut sur beaucoup de graphes. On est en haut sur beaucoup de graphiques avec des dividendes qui sont soi-disant généreux. Oui. Moi, je pense qu'il vaut peut-être mieux commencer à encaisser des gains. C'est un peu mon avis sur le sujet. Donc la stratégie des dividendes, aujourd'hui, elle est en train de s'essouffler. Et il y a un autre phénomène, c'est que globalement, quand vous avez un compte, une valeur
Les bancaires, c'est pas inintéressant. La Société Générale a fait x2. Le rendement, je ne sais pas trop combien a fait Société Générale, mais c'est pas le sujet. Si vous avez 5% en bas, celui qui est acheteur aujourd'hui en haut à x2, le 5% en bas devient 2,5. Parce que vous achetez une action 2 fois plus chère, on va dire autour de 50 € pour être simpliste, alors vous auriez pu l'acheter 25. Vous l'achetez 25 à 5% de rendement, vous avez 5% de rendement sur vos 25, c'est ce que vous avez payé. Vous avez payé. Alors, est-ce qu'au bout d'un an, avec x2, ce qui n'est pas intéressant d'enlever la moitié, de dire j'encaisse la moitié, ça me protégera de la bêtise que j'ai fait sur STM, sur STM Microelectronics. C'est loin d'être bête. Hein. Par contre, l'autre moitié va garder ses 5%. Parce que le versement sur les 25 €, c'est toujours 2 € que je calcule bien. C'est 1,25 €. On va dire 1,25 € de dividende. Donc ça fait 5% sur les 25 €. Quand c'est monté à 50, c'est toujours 1,25 €. Allez, on va dire que c'est aristocratique, c'est ça, je crois. 1,30 €, puis 1,35 €. Ça reste 25 € le prix d'achat. Donc vous êtes à 5%, puis 5, quelque chose, puis presque 6 à un moment donné, parce qu'ils vont augmenter tranquillement, la Société Générale va augmenter ses dividendes. Donc ça c'est intéressant, mais celui qui est acheteur aujourd'hui, à 50 €, il touchera aussi 1,25 €. Quel est son rendement à lui? Il est divisé par 2. Le 5% que vous auriez touché en achetant à 25 €, il est, je dirais, inscrit dans le marbre. Vous avez acheté l'action 25 €. Et ça vous rapporte le loyer, parce que vous comparez à des loyers, ça aussi, c'est une manipulation psychologique. Votre loyer tombe tous les ans. À partir du moment où la boîte est costaud, parce que ça peut arriver qu'ils les enlèvent. Hein. En 2020, il y a eu beaucoup qui ont enlevé les dividendes. Donc à partir de ce moment-là, c'est un peu votre loyer. Mais si vous achetez l'appartement, l'action en l'occurrence, à 50 €, 2 fois plus cher, vous touchez le même loyer, le même dividende. Et le dividende, lui, il fait un rendement de, non pas de 5, mais de 2,5. 2,5, vous êtes très proche de votre livret A, parce qu'il faut enlever la flat tax. Ou alors, si c'est dans un PEA, vous serez prélevé de 17% à la sortie, si vous sortez un jour, dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Donc ça, c'est comme beaucoup plus intéressant, mais ça fait un 2, quoi. On va dire 2, pour être simple. Et puis 4 en bas. Comparez un petit peu à cette performance, justement, de la Générale, où ça a fait x2. x2 en 10 mois, quand vous avez un rendement de 2% ou de 5%. Déjà, vous voyez la distorsion entre des gains qui sont récurrents une fois par an et une action qui oscille de x2, et vous le devinez bien, elle peut aussi diviser par 2. À partir de ce moment-là, vous voyez bien que vous êtes en distorsion dans les gains et les pertes qui ne conviennent pas et qui ne conviennent pas. Aujourd'hui, si vous achetez de la Société Générale, pour moi, c'est pas un achat pour faire du dividende, pour faire du rendement. C'est une erreur absolue. C'est une action qu'il faut acheter en bas. Elle l'était. Elle ne l'est plus. Et nous avons le même cas sur les dossiers comme la BNP. Les bancaires en général ont bien monté. Pour moi, c'est trop tard. Et quand je dis c'est trop tard, c'est vraiment trop tard. Parce que vous avez souvent une logique de dividende. Les dividendes, ça s'achète en bas. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir qu'il y a un dossier en ce moment que je trouve qui est intéressant et qui peut respecter cette logique-là dividendaire, avec en plus la potentialité d'aller chercher une performance en plus-value, de revendre partiellement plus haut, plus cher, plus tard, cette action, parce qu'elle a un rendement actuellement de 5% sur le prix qu'elle est positionnée actuellement. Et c'est là où vous allez voir que le mode d'emploi est tout bête sur les dividendes. Ça ne s'achète que dans les bas de marché. Bas de marché de l'action ou bas de marché de l'ensemble du marché. Généralement, les bancaires, c'est comme ça que ça se passe. On a la même chose, peut-être aussi sur la partie téléphonie, c'est aussi des choses à rendement, mais il faut aller chercher les crises parce que c'est là où vous allez avoir de la braderie, entre guillemets. Vous achetez moins cher un actif qui va vous rapporter une somme à peu près stable. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est le prix d'achat qui est important. Aujourd'hui, acheter des dossiers qui montent parce qu'ils montent et de dire « ouais, mais moi je suis dans le dividende », c'est une hérésie totale. À partir de ce moment-là, la stratégie est simple, c'est d'aller voir, et je vais vous partager ça dans Zone Bourse, je vais vous faire voir un menu. Je vous rappelle que Zone Bourse, c'est le sponsor de la chaîne. D'ailleurs, on va faire la petite pub au passage. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à travers le lien qui est à votre disposition. Vous avez 25% de manière définitive maintenant. Si vous faites cette semaine, la semaine prochaine, etc., vous avez 25% automatiquement. Donc c'est vraiment un prix canon, il y a très peu de gens qui l'ont. Donc profitez-en. Et il y a 3 versions. Il y a la version Access, qui pour moi qui n'est pas extraordinaire. Il y a la version Premium au milieu, qui est le bon équilibre pour les débutants. Et puis la version la version Expert, qui est la version qui est vraiment la plus aboutie, la plus qualitative et qui a absolument toutes les options ouvertes et qui est vraiment beaucoup plus confort. Et si vous voulez bien, on va aller voir dans
dans Zone Bourse. Comment on va repérer ça sur une action particulière où j'en ai parlé cette semaine sur TV Finance et où finalement j'ai trouvé que le sujet était intéressant de le développer pour vous expliquer comment on fait pour acheter une valeur intelligemment, le mieux possible ou le moins mal possible et qui a du rendement intéressant de manière définitive. Comme vous l'avez compris, c'est le prix d'achat qui compte pour le rendement. Et on va aller voir ça tout de suite dans Zone Bourse. Allez, c'est parti. Alors nous voici sur la mire de Zone Bourse et à vrai dire, on va aller voir une action qui me paraît très intéressante sur le sujet et s'appelle Pernod Ricard. Et nous voilà sur Pernod Ricard. Et à vrai dire, le dossier est un dossier qui est vraiment dans une situation difficile. On va regarder son analyse technique. On va aller voir un petit peu sur longue période. Voilà, donc nous sommes face à un couloir baissier. Nous avons un haut qui est à peu près autour de 217. Et ici, on est autour de 88, on a touché le 82, qui était mon niveau, à mon avis, qui était le plus important. Et on est, alors on va être simpliste dans les calculs, on va dire qu'on a divisé par 2. On a divisé plus que par 2, 217 à 80, à 82. C'est plutôt une division par 2,5, à vrai dire, c'est 63% de baisse, donc c'est pas divisé par 3, mais pas loin, quoi, on va dire. Bon, allez, on va dire divisé par 2 pour être simpliste et qu'on me tague pas de surenchérisseur. Donc voici le graphique en hebdomadaire. Vous voyez, donc imaginez que vous avez acheté une action ici. Vous touchez un dividende qui est peut-être beaucoup plus élevé là que ici. On est ici en 2023, ici on est en 2021, et voilà et voilà. Bon, bref, c'est comme ça arrive. Il y a eu la catastrophe boursière de Pernod Ricard. Alors ceux qui sont encore gagnants, c'est ceux qui ont acheté en 2009. Hop, et puis ceux qui sont ici. Bon bref, on ne revient pas sur le passé, mais je trouve qu'il n'est pas bête de dire quand ça baisse ici, et notamment à cette grande déglingade, hop, j'agrandis. Ici, là, il est peut-être pas bête de dire ça fait longtemps que j'en ai, ça semble mal se passer, d'aller lire un peu ce qui se passe quand même dans la valeur. Vous auriez au moins vendu à 160 pour acheter à 82. Peut-être pas 82, mais actuellement à 90. Bon, en gros, vous évitez un divisé par 2. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, c'est quand même pas inintéressant de pas diviser par 2 et vous rachetez 2 fois plus d'actions que ce qu'il y avait ici. Voilà, je vous dis ça comme ça, c'est un calcul tout bête. Mais c'est terriblement efficace pour des patrimoines, même s'ils sont faibles, entre guillemets. C'est pour ça que je suis plutôt un investisseur dynamique. Même si la dynamique n'est pas toujours très, dans l'espace-temps, pas toujours celle qu'on pourrait croire. Donc voici le positionnement à peu près. Retenez ça, 2023, on est à 220, et actuellement, on est autour de 80, 90. Donc de l'ordre de diviser par 2. Maintenant, on va aller voir dans les tableaux de Zone Bourse, il y a des informations très intéressantes. Allez, on bascule dessus tout de suite. Donc on revient dans le menu de Pernod Ricard, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit les menus ici, on en voit quelques-uns, et dans valorisation, vous avez la notion des valorisations, on va pas s'arrêter là-dessus, on va aller regarder celle des dividendes. Allez, on va voir ça tout de suite. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez un petit tableau avec des petits bâtonnets verts un peu dans tous les sens, ça veut dire vous avez ici l'explication. Vous avez les BNA, les bénéfices nets par action, et vous avez le dividende par rapport au BNA, et puis vous avez le dividende lui-même. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le dividende lui-même. On va regarder ça tout de suite, on va enlever le BNA, et la petite courbe. Il nous reste le dividende. Depuis 2023, on est à 4,70 € par action, 4,70, 4,70, etc. Et ce sera pareil, donc c'est stable, après avoir eu une phase de hausse. Bon, on va considérer que c'est bon, et on va regarder ça de plus près. À vrai dire, c'est très simple, 4,70 par rapport à 88, c'est un ratio très bête. Et vous voyez qu'il y a un tableau ici qui vous l'explique, donc vous n'avez pas besoin de creuser, tout est calculé. Il est très simple, il est ici, le taux de rendement, donc 5,5. On va dire 5% pour être tout bête. Maintenant, on va aller voir en 2023. Vous avez le chiffre ici, regardez bien, 2%. Et finalement, il y a juste ça, regardez. Voici les rendements que vous aviez à ce moment-là. Si vous aviez acheté dans ces périodes-là, dans les périodes haussières, vous êtes à 1,9. Très bien. Je rappelle quand même que quand vous êtes à 1,9 au cours de référence de 140 €, c'est 1,9 de manière définitive, tous les ans jusqu'à ad vitam aeternam de quand vous aurez vendu. 140, 187, 175, 200, votre rendement est de l'ordre de 2%. Allez, 3% parce qu'ils l'ont augmenté, ouais, super. Non, c'est surtout que le cours de bourse a baissé, regardez bien, 200, et ici 126. Vous voyez, donc ça c'est quand même plus intéressant de faire du 3,71, mais c'est la baisse du cours, c'est en aucun cas l'augmentation des dividendes. Et ça c'est beaucoup plus intéressant. Et puis on va continuer sur 2025 et la suite. Regardez bien, on se retrouve actuellement autour de 84, c'est le référentiel, on est à 89, donc c'est un peu moins ça, donc ça fait 5, 89. Donc là, vous êtes à 5%. C'est là où le prix d'achat est intéressant. La question maintenant, c'est est-ce que autour de ce prix-là, on se retrouvera plus cher ou moins cher ? Je veux dire que le compte dont je vous parlais, il s'en fout totalement de vous expliquer s'il est plus cher ou moins cher. Mais avec 1,9, vous devinez bien qu'en moyenne, il n'a pas fait ma stratégie. La stratégie que je vous propose ici, c'est très simplement non pas de jouer sur l'idée que le dividende c'est bien, non pas de jouer sur le fait que vous avez des rendements et il faut acheter en DCA.
une catastrophe, parce que si vous regardez bien le graphique, vous avez acheté beaucoup là-haut, hein, et là c'est très très en bas, et c'est descendu vite. Hein. C'est maintenant qu'il faut acheter, c'était pas en DCA, jamais en DCA. Faut pas faire ça, vous lissez tout, et vous lissez aussi le rendement si vous étiez dans le dividende. Là, moi, je trouve que le dossier a fini sa baisse. Je trouve que c'est exagéré. C'est les notions de valorisation qui sont intéressantes. Et la valorisation de notre valeur Pernod Ricard, qui est quand même une valeur costaud. Ils vendent des spiritueux. Bon, après, les gens aiment l'alcool et pas l'alcool. C'est bien, c'est pas bien. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais globalement, c'est triste à dire. Hein, mais rassurez-vous, les cirrhoses, il y en a encore dans le futur. Hein, et les gens boiront tout le temps. Ça me rappelle une phrase de Anton Rupert, le patron, le créateur, le fondateur de Richemont, la compagnie Richemont qui est suisse, mais à vrai dire c'est un Sud-Africain. Et Anton Rupert a fait fortune dans la cigarette. Il a compris, il a dit une phrase un jour qui était en 1900, dans la crise de 29, hein, vers les années 30, donc il y a maintenant presque 100 ans, il dit j'ai compris une chose à cette période-là, c'est que je fabriquais des cigarettes dans mon garage, etc. Et j'ai compris une chose, c'est qu'il y avait deux choses que les gens ne lâcheraient pas, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation économique. Ce sont les cigarettes et fumer, et l'alcool. Donc c'est pour ça que vous avez deux grands groupes qui sont dans le luxe, qui aujourd'hui sont basés sur l'alcool, LVMH, et Richemont sur les cigarettes, parce que ce sont deux domaines dans lesquels, quoi qu'il arrive, les gens fument, les gens boivent. Donc, dire qu'aujourd'hui Pernod Ricard va s'effondrer vu la robustesse de l'entreprise, etc., je pense que c'est loin d'être le cas. Ça a baissé pour des raisons diverses et variées. Et quand vous regardez les métriques, juste les chiffres d'affaires, les bénéfices, vous voyez que c'est stable. Donc en gros, on a valorisé à 200 €, 220 € une action qui, voilà, elle est aujourd'hui à 80. Mais est-ce que les métriques ont changé? La réponse, elle est globalement non. Si ça avait changé, c'est pas pareil. Mais globalement, non. Mais vous savez quoi, Pernod Ricard, ça devient, dans la stratégie, je vous dis, d'acheter à moindre coût, avec un rendement intéressant, une valeur pour pouvoir créer une poche, effectivement, avec dividende. Je pense que c'est peut-être le moment de s'y intéresser. Moi, je ne suis pas conseil, je n'ai pas le droit de vous dire qu'il faut acheter. Mais je trouve qu'il est intéressant de se pencher sur le dossier Pernod Ricard pour ces raisons-là, à ce niveau-là. Et même si ça descend à 70 ou à 60 €, ça fera un rendement encore plus fort. Ou alors, il y aurait une news qui vous ferait dire c'est invalidé. Mais là, on a quand même plus que divisé par 2, presque divisé par 3. Donc, ça commence à être vraiment, vraiment, vraiment pas cher dans son histoire. Et c'est là où vous voyez que dans tous les graphiques que vous pouvez prendre sur les grosses bécanes, des sociétés assez importantes, les points bas, il faut aller repérer où ils étaient, dire ouais, ils auraient été acheteurs là, vous faites votre calcul par rapport aux dividendes d'aujourd'hui, dire ah ouais, j'aurais fait un rendement de temps à ce moment-là, et il serait définitif, parce qu'il a le caractère définitif de l'histoire. Vous possédez un acte de propriété où vous l'avez acheté à un certain prix, et vous touchez 4,70 €. Vous toucherez pas plus, parce que vous l'auriez acheté plus cher ou moins cher. Il n'y a pas de bonus à ceux qui achètent cher. Ils ont juste un rendement moins important. Donc la politique de dividende, avec un compte d'un mec qui vous explique qu'il y a 70 000 personnes qui le suivent, qui vous explique que lui a 1,9 de rendement global, waouh! Toi, t'es le roi du pétrole. Hein. Il paraît que c'est le king. Mais à vrai dire, c'est n'importe quoi. Il faut, dans une stratégie dividende, être ultra patient. Si vous constituez une ligne aujourd'hui sur Pernod Ricard, peut-être qu'il n'y a aucune autre opportunité cette année. À partir de ce moment-là, on est comme celui qui constitue un patrimoine immobilier. Il achète un appartement une année, 2-3 ans après, il en achète un autre, peut-être que ce sera dans 2-3 ans. Ou vous aurez un effondrement des marchés et vous ferez le tri entre le bon grain et l'ivraie. Alors vous allez me dire, il faut que je m'éduque. Oui, il faut que tu t'éduques, il faut que tu comprennes la bourse et que tu continues à faire des vidéos et garder ce penchant à faire attention à qu'est-ce que je suis en train d'acheter. Est-ce que c'est vraiment une boîte intéressante de qualité? Je vous rappelle le cas Orpea. À partir de ce moment-là, si vous êtes dans cette logique de dire, ok, j'ai bien compris comment fonctionne fondamentalement une entreprise, etc., vous vous retrouvez dans une situation où vous allez pouvoir faire des arbitrages à certains moments, dans 1 an, dans 5 ans, dans 3 ans. Ça ne servait à rien. Mais dans des bas de marché. Les bas de marché, c'est là où les stratégies dividendes doivent se mettre en place avec je dirais normalement des rendements qui vont à un moment donné être vraiment très, très importants parce que généralement, vous voyez des sociétés qui conservent les niveaux, voire qui les augmentent un peu, mais ça n'a pas vraiment d'importance, comme vous l'avez compris. Alors s'il y a ça en plus, ça peut être intéressant, mais surtout acheter en bas pour avoir ce 5% immédiatement et qui est entre guillemets pas définitif, puisqu'il n'y a jamais de définitivité en bourse, mais qui est quand même beaucoup plus intelligent que d'acheter à 2% de rendement quand on est 2-3 fois plus cher. Et à partir de ce moment-là, si vous faites ça, c'est tout bête, mais il y a de bonnes chances que vous ayez un rendement global, non pas du 1,9 là, comme l'autre il a, là, mais plutôt de peut-être 2,5, 3,
4, 5, voire plus, parce qu'il y a des sociétés qui délivrent aujourd'hui 6, 7, 8%. Oui, mais est-ce qu'elles sont à un bas ? Je pense que je vous ai donné à peu près la réponse, et vous devinez que c'est pour cela qu'il faut être très patient dans les dividendes, mais ça peut constituer une poche plutôt épargne, avec une partie risque qui est calculée, sur laquelle on fait attention, et il n'est pas bête de dire je prends 10 valeurs, 10 actions, à un crack Covid, à un crack Trump, à un crack futur de je sais pas quoi, de dire voilà, là, je vais en prendre 10, c'est les meilleurs, je les suis depuis longtemps, je regardais toutes les valeurs du CAC 40, pas interdit de faire un petit peu d'Europe pour aller voir d'autres valeurs dans d'autres pays, et à un moment donné, vous allez vous retrouver avec un panel, à un moment donné pas trop bête, qui va vous faire un rendement très intéressant, qui sera une partie de votre poche boursière, et ça c'est vraiment intéressant pour équilibrer un petit peu, et vous la mettez à part, peut-être pas sur le PEA, peut-être à part du PEA, ou vous ouvrez des PEA à vos enfants, tout simplement. À vos enfants majeurs, hein, pas à vos enfants mineurs, entre guillemets, et qui seront possédés par eux. Et à partir de ce moment-là, vous leur permettrez de se créer une sorte d'épargne que vous contrôlez par vous-même. Ça peut être aussi très intéressant comme stratégie pour pouvoir permettre, je dirais, que le patrimoine de la famille, de pouvoir grandir de manière intelligente pour des gens qui ne regardent pas la bourse, mais qui s'y intéressent de manière pondérée, modérée, et qui un jour vont peut-être s'y mettre. Moi, j'ai énormément de gens qui me disent « ça me vient de mon père ». Et ça, c'est quand même très intéressant de voir qu'il y a des gens qui ont eu une transmission de la gestion de la bourse, entre guillemets, qui fait que ils s'y intéressent et qui vont devenir peut-être des très très bons investisseurs en bourse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit billet sur une méthode, sur un mode d'emploi que je trouve intéressant sur les dividendes. Donc ouais, j'aime bien la valeur dont je vous ai parlé, puis je trouve que les autres, il faut faire très attention, mais les opportunités sont rares et il faut savoir les prendre avec une méthodologie et se donner des objectifs, et à un moment donné, ça devrait payer beaucoup mieux que ces 1,9%. Voilà, mettez des petits pouces, des petits likes si ça vous intéresse de continuer ça, puis de faire transmettre ça à vos amis et aux gens de YouTube. Ça permettra de monter la vidéo dans les algorithmes de YouTube. Allez, on passe tout de suite à la suite. On va regarder la macroéconomie très très rapidement. Il n'y a quasiment rien. Le shutdown nous empêche d'avoir des statistiques. On a quelques-unes. On va regarder très très rapidement. On va faire les indices. Puis on basculera sur les finlandaises. Et évidemment, sur les finlandaises, je vais faire quoi ? Je vais faire orienter un petit peu vers les dividendes, faire voir un petit peu ce que j'en pense, avec la même logique, pour vous faire voir que voilà, ces stratégies-là, il faut faire attention, il faut les prendre vraiment à des moments intéressants. Allez, on bascule tout de suite sur la macroéconomie et les indices. C'est parti. Et on attaque avec lundi. Alors, vous voyez déjà que sur la semaine, il n'y a pas grand-chose aux États-Unis. Hein. Le shutdown nous empêche beaucoup de choses, mais on va faire avec le peu qu'il y a. La première chose, c'est le PIB chinois qui est à 4,8, prévu 4,7. On vient de 5,2. Bon, voilà, hein, la Chine va mal. La Chine va mal, oui, elle va mal parce qu'elle est en déflation, donc c'est à coup de dumping. Moi, je continue à dire que la Chine, ça va pas très bien. Et même si on me dit l'inverse, je suis désolé, mais moi, je vois toujours la même chose. C'est la déflation et faire du dumping sur les marchés mondiaux qui fait qu'on détruit les industries. Mais j'avais déjà parlé de ça. De mon côté caustique, il est aussi sur la dénonciation de ce que font certains. Et nous, on est complètement là, gaga, à tout regarder faire sans bouger. Et notre industrie de l'automobile, notamment, est en train de manger méchant à cause de ces gens-là. Ça me fait rire de voir des gens qui manifestent pour que la France aille mieux et défendre les retraites, et puis qui viennent avec leur super BYD à la manifestation. Boum, ça c'est fait. Sujet suivant. Mardi rien, donc mercredi, on a l'IPC, l'inflation de Grande-Bretagne, qui est quand même assez forte de manière structurelle. Hein. C'est toujours plus fort en Grande-Bretagne de manière vraiment importante. Pays qui a du mal à faire baisser son inflation, parce que 3,8, 4, c'est continuel, hein, c'est vraiment continuel chez eux. Donc voilà, les Anglais, ils ont plus de difficultés à contenir leur inflation. On va enchaîner sur jeudi, hein, puisque jeudi, on a enfin une stat américaine qui tombe vite fait. Alors vite fait les stocks de pétrole le mercredi, mais bon, jeudi, donc la vente de logements existants. C'est stable, ça tient le coup, il n'y a pas vraiment d'effondrement du pays, quoi que ce soit, de la consommation, ça reste assez élevé. Mais bon, voilà, on va s'attarder sur vendredi, qui est beaucoup plus intéressant, puisqu'on a vraiment la seule stat intéressante de la semaine, c'est l'IPC américain qui vient de tomber, hein, je suis en début d'après-midi. Donc moins fort que prévu. Donc les peurs d'accélération de l'inflation sont en train de s'estomper. C'est l'IPC, c'est pas la stat la plus importante, puisque l'IPC c'en est une parmi tant d'autres, mais il y a surtout le PCE qui est intéressant, et c'est pas celle-ci là. L'IPC c'en est une autre, mais à l'intérieur de celle-ci, il y a quand même celle qui est le corps. C'est-à-dire que là, c'est l'inflation hors alimentation et hors énergie, qui est l'inflation, je dirais, structurelle, là, celle qui est vraiment latente, et elle baisse. Voilà, donc 0,2. Si vous faites 0,2 x 12, ça fait 2,4. Donc aux États-Unis,
voilà, il n'y a pas d'emballement de l'inflation. C'est un peu ma théorie, c'est qu'il n'y a pas tant que ça d'inflation depuis un moment sur les US. C'est pas très impactant. Ce qui prouve quand même, parce que les taxes douanières font la hausse des prix, ce qui prouve que je pense que quand même ça ralentit aux États-Unis. Il doit y avoir des choses qui en dessous le manteau, dans l'IPC Core, font que ça modère les choses énormément. Voilà, donc voilà, l'IPC classique qui reste assez modéré, 3%, c'est pas catastrophique. Oui, 2,5 ce serait mieux, mais enfin bon, 3, c'est pas l'autre bout du monde. Entre nous, ceux qui se rappellent de 2021-22, c'était quand même autre chose. Et puis ceux qui se rappellent d'il y a 30 ans, dans les années 80, c'était encore autre chose. Et juste un petit passage avant de terminer cette partie de la macroéconomie, c'est une journée de PMI manufacturier et de services. Donc la France, le service, c'est important, c'est le plus important de la France. Donc c'est une prévision, mais la prévision nous dit 47,1, très inférieur à 50 déjà, qui est le niveau de flottaison, et qui est très inférieur à ce qu'il y a eu de prévu avant. Et on revient sur un 48,5, on revient à un 47, donc ça baisse, ça baisse. On est en train de chuter. On sent que, quand on discute avec les gens, on sent que c'est compliqué. Là où l'Allemagne, ça y est, elle a mangé son pain noir, ça va un peu mieux. Donc voilà, la France est en train de manger son pain noir à retardement. Ça, c'est un classique aussi en France. On est en retard parce que on a une énorme fonction publique, on a énormément de déficit, et du coup, on a énormément d'inertie à l'oscillation économique. Et entre nous, ça finira mal cette histoire. Voilà, mais on va pas rentrer dans le débat politique français, ça sert à rien. Le manufacturier, lui, français, serait stable, mais pas terrible. 48, ça reste en dessous de 50. Je rappelle que c'est de l'expansion au-dessus de 50 et de la dégradation en dessous de 50. Donc on est toujours en dégradation. Stable là, et ici en dégradation qui se dégrade. Ça fait beaucoup de dégradation tout ça. Allez, on enchaîne aussi sur les PMI ici, américains qui viennent de tomber, et donc 52,2 et 55,2, donc PMI service, PMI manufacturier, c'est des prévisions. Ça va aux US, tout va bien. Donc l'activité serait meilleure avec une inflation, je dirais, maintenue. Je peux vous le dire, c'est tout bon ça. On va voir dans les indices que ça donne tout de suite, parce que j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter sur le sujet concernant la macroéconomie de cette semaine. Allez, on bascule sur les indices tout de suite. Et on commence par notre CAC 40 préféré, qui est en accélération forte. Merci le luxe, les valeurs du luxe qui tirent vers le haut depuis quelques semaines. Et donc en mensuel, je crois qu'on a fait un plus haut historique à quelques pouillets de près, donc ça réfléchit un petit peu, mais je pense que c'est à chercher l'oblique dont je parle depuis un moment. Sincèrement, je m'attendais pas à ça, je m'attendais plutôt à une correction, à aller chercher plus bas. Bon, ça veut pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça la fera plus tard, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça monte sur le CAC 40. On est passé de 7005, je dirais, au début août. On est passé actuellement à 8200. Allez, ça fait un plus 10. J'ai un peu de mal dans le contexte actuel. Mais bon, c'est comme ça, c'est la bourse. Allez, c'est d'abord les entreprises. C'est pas ce qui se passe dans les manifs autour de Paris que ça décide des cours de bourse. Allez, on bascule sur l'hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, on est dans une bougie d'incertitude. Hop, j'agrandis. Alors, on est passé au-dessus de cette potentialité de couloir baissier que j'avais émis l'idée. Bon, entre nous, lui, il dégage. Voilà, lui, il a plus de sens. Il a pas de sens parce qu'il marque rien du tout de positif. Et donc, le point haut, c'est exactement 8257 et on a fait 8271. Ouais, super, record historique du CAC 40 dans la semaine. Bon, bref, entre nous, c'est anecdotique. Ce qui est important, c'est est-ce que ça va aller là? Est-ce que ça va accélérer? Donc là, ça réfléchit. On a juste à attendre et puis on verra bien ce que ça donne. Si nous avons une future accélération, j'y crois pas du tout. Mais bon, voilà, j'ai le droit d'avoir tort. De toute façon, moi, je fais pas d'indiciel, je fais des actions, donc faut savoir que les indices, pour moi, c'est juste pour vous. Moi, c'est pas beaucoup. Surtout le CAC 40, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, même si dans Dynamic Invest, j'ai des petites nouvelles qui vous arriveront d'ici la fin d'année sur une nouvelle façon d'aborder l'investissement dynamique. Allez, on va aller voir le DAX, comment il se comporte par rapport au CAC 40. Et le DAX, il est perdu un peu au milieu de tout. Donc cette semaine, rebond dans le week-end, à vrai dire, et puis depuis, c'est pas grand-chose. On est dans une zone d'incertitude, il n'y a pas d'opportunité, il est moins punchy que la France, mais c'est vraiment dû au luxe français qui fait un rebond assez important. Et ça s'arrête là, tout simplement. Donc on est plutôt, la logique du DAX est plus celle du marché à mon goût actuellement. Donc voilà ce que je ressens sur le marché, en tout cas, c'est le DAX qui a plus la vérité actuellement. On est plus sur un mouvement sectoriel concernant le CAC 40 qui fait que ça remonte et que ça surperforme par rapport au DAX. Mais c'est vraiment tout ce qu'il y a sur ces marchés-là, sur ces indicateurs-là. On va aller voir la Finlande, puisqu'on est en spécial Finlande, on va aller voir vite fait si ça a bougé, puisque ça fait quelques semaines qu'on regarde les Finlandaises, et notamment leurs indices. Mais je me bats
Je me bats tout le temps, sans arrêt, continuellement, sur l'idée que les marchés américains, c'est pas la vérité vraie absolue. Quel est l'indice qui a le plus monté cette semaine, Europe, États-Unis compris? Lequel? On va regarder tout de suite. C'est Helsinki. Comme quoi. Et parfois on a un peu de chance quand on fait une vidéo de dire qu'on met en avant des trucs et puis des fois on n'a pas l'événement, mais là je l'ai. Voilà, c'est simple, hein, Helsinki, c'est ce qui a le plus monté. Alors c'est dû à une combination d'actions qui ont monté fort, hein, diverses et variées. Certaines qu'on m'a demandé d'ailleurs à étudier, puis d'autres qu'on m'a pas demandé. Mais voilà, on est plus 5, hein, même plus que plus 5 dans la semaine. C'est assez impressionnant, hein, ça, on voit que c'est magnifique. Et écoutez bien, c'est Helsinki, effectivement, qui fait la meilleure performance de la semaine. Et on peut pas dire qu'elle est légère, elle est exceptionnelle, même mieux que le CAC 40. Voilà, c'est simple, hein. Ouais, je sais que des fois j'exploite un événement pour pouvoir vous faire voir que j'ai peut-être pas tort et que je dis des choses que d'autres ne disent pas. Oui, ils le disent pas parce que leur sponsor leur dit pas de le dire. Moi, je peux vous le dire, hein, Helsinki, c'est intéressant la Finlande, hein. Vous avez la preuve en direct. Là, je suis en train d'enregistrer sur la fin de journée. Donc là, c'est quasiment verrouillé. On va terminer sur ces niveaux de valorisation là. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Helsinki, sur les grosses bécanes finlandaises. Il y a des belles entreprises en Finlande. C'est un pays très respectable qui est aussi intéressant boursièrement que parfois certaines saloperies américaines. Allez, on va aller voir les mid et small du même pays. Et sur les mid, c'est beaucoup moins flamboyant. Hop, je déplace le petit support, ça doit être ça. À peu près ça. Donc c'est une zone ici, ça rebondit donc zone de différente sur la semaine, hein. On est plutôt en train de tâcher de remonter. On verra bien si ça va vers le haut. C'est moins bullish quand même sur cette partie-ci, hein. C'est pas parce que je dis ça sur les grosses que c'est partout pareil. Évidemment qu'il faut être sélectif. C'est pour ça que je suis pro investissement dynamique et en aucun cas d'avoir des idées reçues comme certains pourraient vous le dire. On va enchaîner si vous voulez bien avec les small pour voir le tour de la map finlandaise. Et donc les small finlandaises, invalidé, on a réintégré, ça gigote, donc ça c'est faux, c'est invalidé, on l'enlève. Donc bon, il y a cette oblique là, on la voit parfaitement. Voilà, je le trace comme ça, on verra bien ce que ça donne. Si ça continue au-dessus, ça va travailler ce niveau certainement quand même là, 530, etc. Puis après ça accélérera, on verra bien. Mais voilà pour les small et les mid finlandaises, on va aller voir les américaines tout de suite, ça vient d'ouvrir sur New York. Et qu'est-ce qui se passe à New York? Invalidation du décrochage, on remonte, on refait un plus haut historique, hop là, hop, j'agrandis, regardez bien, on est au-dessus. Donc voilà, peut-être que ma résistance qui n'a pas été touchée là, elle va être touchée après cette première alerte. C'est quand même curieux que chaque alerte soit rachetée comme ça, à un moment donné, ça va mal finir cette histoire. Ça va mal finir, on verra bien. Allez, on enchaîne tout de suite avec le Nasdaq pour voir ce que ça donne. Alors tiens, si on va bouger ça quand même, hop, on verra si c'est valide dans le futur. On va aller voir le Nasdaq pour terminer ce tour des indices. Et bim, record historique sur le Nasdaq, j'agrandis, ça tape. Ah, par contre, ça tape, ça a l'air de vouloir. Petite mèche à l'accélération. Alors on est juste après l'ouverture, donc ça fait poum poum. Si c'est validé comme ça veut dire que cette oblique reste pertinente. Je l'ai faite venir de ici, et pointerait ici, et ça frotterait là. Mais j'en ai une autre ici qui peut être là. On peut avoir une exagération. Et là, s'il y avait une grande mèche de retour, on dirait oh, là, c'est peut-être la fin d'un marché haussier. Pour l'instant, ça a été invalidé. Alors regardez bien, ça c'est super rare, hein, mais super rare. Regardez bien. Alva allemand baissier suivi d'un harami haussier. C'est un truc de fou. Là, on a l'impression que c'est un petit bonhomme. Tu fais un petit sourire ici, là, ça fait un petit bonhomme avec un grand nez rouge et qui a picolé. Là, c'est une murge qu'on s'est pris et ça repart vers le haut. Complètement bizarre. Le marché est assez surprenant. Voilà, j'en ai fini avec la partie indicielle. Vous avez vu, hein? Le meilleur marché, c'est la Finlande. Et on va voir ça juste après avec des valeurs. Avec des histoires de dividendes. On va regarder ça un petit peu, hein, s'il y a des opportunités en Finlande sur du dividende. Vous vous rendez compte? Dans le PEA en plus. Donc il peut y avoir des choses super intéressantes, on va regarder ça de plus près, et puis on va enchaîner avec aussi le disclaimer, je suis obligé, hein, je suis pas un conseiller moi, donc j'ai pas le droit de vous conseiller, c'est juste mon avis, et puis vous avez aussi la biblio qui permet de retrouver les valeurs que j'ai déjà faites en Finlande, hein, parce qu'on a déjà fait les semaines d'avant, vous tapez les noms des valeurs, vous voyez si on les a déjà faites, et puis on continue, donc nos finlandaises, et puis on a aussi des pépites, comme d'habitude. Allez, on bascule tout de suite sur la deuxième partie de la vidéo. Le contrôle fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis.
Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, que voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée Fondamentalement Bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Redelphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Redelphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe et spécialement en ce moment en Finlande. Voilà, puis pour le broker qui a adapté toutes ces stratégies ici, bah, écoutez, vous avez à votre disposition un article qui est dans le site Fondamentalement Bourse, où je vous explique tout ce que je pense des brokers et de comment il faut les choisir, tout simplement. Voilà, puis je rappelle que je fais tous les graphiques sur Zone Bourse, mais comme j'ai déjà fait la pub, on va pas la refaire, on attaque tout de suite avec une société, comme je vous disais, on va regarder des sociétés plutôt avec des dividendes, on va essayer de faire la continuation de cette vidéo-là, qui est le fil rouge de cette vidéo, et on va regarder d'abord une valeur bancaire que m'a proposé un certain Jérémy, et Jérémy m'a proposé donc Nordea. Nordea, c'est une banque, donc on va voir le monde bancaire. Commence à méfiance au monde bancaire. Voilà, il y a quand même des choses qui font qu'on peut avoir de l'opposition. On va voir aussi si le dossier est haussier. On va voir si un peu ma stratégie elle est bonne. Et puis on va regarder tout de suite le tableau des dividendes. Comme ça, on va voir si après c'est intéressant sur le graphique. Et donc voici notre tableau des dividendes de Nordea. Nordea, un peu, ouais, on va dire 1 euro pour être simpliste. Ici, ça monte très très légèrement, mais ça n'a vraiment pas d'intérêt. Des fois, on l'oublie. Et il n'y en a pas eu, là c'était beaucoup moins fort, mais on va dire qu'on est maintenant dans ce trend-là. Et regarde bien le rendement, tu vois, on est à 6,5, bon, c'est déjà très bien, enfin on peut pas cracher dans la soupe, mais avec un cours de 14,68 €. On va voir dans le graphique ce que ça donne, mais regarde, on avait eu 10 en 2024, et 10, ça faisait 8,95. Là c'était intéressant, peut-être qu'il y a eu mieux que 10, mais imagine juste 10. Et ben 10 par rapport à 1 euro, c'est simple, ça te fait 10% de rendement mon ami. Donc tu vois bien que là, c'est intéressant. Et à vrai dire, si on remonte un petit peu, on regarde bien le cours de référence, il a été longtemps autour de 10. Voilà, donc, et ici, tu regardes 6, 8,20, 8,95, bah oui, il monte un petit peu le dividende. Donc voilà, ça, moi je trouve qu'il y a de l'intérêt ici sur les points bas de marché. Et tu vois que dans le graphique, on a un point intéressant à un moment donné. Allez, on bascule sur le graphique. Donc voici le graphique de Nordea. Donc bon, fondamentalement, c'est une belle entreprise, il n'y a rien à dire par rapport à ça. On est... belle entreprise, mais je trouve que ma stratégie marche là. On va peut-être taper là, on est peut-être tout plus haut, mais on a cassé cette oblique ici qui est quand même assez marquante, où il y a des points de contact réguliers, ça a été cassé, et faut aller plus loin. Donc le plus loin, c'est d'abord ici, ça pourrait aller plus loin, mais j'ai envie de vous dire, ouais, sur le dossier, beau dossier, merci de l'avoir proposé. Alors moi, j'aime pas trop ces valeurs-là, parce qu'elles sont pas très bullish, mais on va rester dans notre idée. Le 10 € dont on parlait, il est ici. Il est ici, regarde bien, pendant le crack Trump, tu achètes autour de 10 balles, donc tu as un rendement de l'ordre de... actuellement, tu vas être autour de 10%, alors que si tu achètes là, tu as vu, il y avait un gros écart. Donc 40% plus haut, voire 50% plus haut, c'est un bon rendement, mais il faut optimiser ton prix d'achat, parce qu'en plus, dans ta tête, tu as 40% de plus-value, plus un rendement de 10% si tu es acheteur là. Et regarde, tu l'as eu à plusieurs opportunités, plusieurs fois dans l'histoire. Donc, il faut acheter des bas de marché. Là, on n'est pas dans un bas de marché, qu'on soit très clair. Donc, tu optimises pas. Et c'est fort dommage, parce que, comme je dis, c'est un prix, c'est un rendement définitif. Maintenant, l'action elle fait ce qu'elle veut. Même si tu vas ici, ça sera toujours le même pourcentage à partir du moment où le dividende est toujours le même. On est bien d'accord. Donc, voilà, Nordea. Je te remercie, Jérémy, d'avoir proposé cette valeur-là. Et je trouvais qu'elle rentrait bien dans l'esprit de cette vidéo sur les dividendes. En plus, le monde bancaire, c'est souvent considéré comme une grosse valeur, une grosse quantité de dividendes. Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller si loin pour trouver des belles valeurs à dividendes. Il y en a des très belles sur notre pays, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant le crack Trump, tu avais une opportunité d'avoir un truc à 10% de rendement. Et là, 10%, ça commence à être rigolo et c'est très sympa. On va enchaîner avec une valeur luxe. Oui, il y a un petit peu de luxe. C'est pas du très grand luxe, mais c'est du luxe finlandais.
avec Amilcar qui m'a proposé Marimekko. C'est une valeur que j'avais fait découvrir au petit monde de la bourse sur TV Finance il y a quelques mois. Et je te remercie Amilcar de me la ressortir. Et on va voir si dans ce dossier-là, il y a aussi des dividendes. Allez, c'est parti. Marimekko. Alors Marimekko, c'est un dossier sur lequel on a une croissance des dividendes qui sont proposés. Donc on va vers du 60 centimes, etc. Avec des rendements pas très forts, à vrai dire. On est autour de 3,3 actuellement. On irait vers 4,2. Donc c'est pas extraordinaire. Bon, c'est du luxe, donc c'est une boîte qui gagne pas mal d'argent. Et on va aller voir, si tu veux, si on a des endroits, des moments où on aurait pu faire mieux avec le rendement. Et puis en même temps, on va parler un petit peu de la valeur. Alors, dire Marimekko, quand tu regardes bien son cours, on est autour de 13-14, on va dire. Et ici, on est autour, là c'est le crack du Covid, on est autour de 4. Donc il y a une accélération, une correction, ça monte toujours, et je trouve que le dossier, c'est un dossier que j'ai fait découvrir à TV Finance, je ne connaissais pas du tout, et moi j'aime bien ce dossier-là, mais j'attends des nouvelles qui viennent pas. Alors il y a une petite accélération là qu'il faut considérer, et on va buter là, on va buter ici, ça c'est clair que là ça va buter, et ce serait intéressant de voir si ça accélère ensuite sur Marimekko dans le futur. J'attends l'internationalisation, c'est du luxe finlandais, c'est quand même un peu particulier comme luxe, bon, entre nous, je suis pas très fan, je trouve pas ça super joli, mais bon, ça a les goûts, les couleurs, vous savez bien ce qu'on en pense, ce qu'on peut en penser, mais globalement, une belle boîte qui est une belle boîte dans le luxe, petite boîte pas très connue, et qui me plaît beaucoup. Et oui, tu vois, je prends un exemple tout bête, mais tu vois, là, t'es actuellement à 3,3, 13,80 €. Mais imagine que tu prends, là, pendant le petit crack Trump, ici, autour de 11. Il y a quand même 30% d'écart. On est à peu près dans le même cas que notre ami la banque. Mais c'est pas un secteur dans lequel, et là, tu vois, c'est intéressant, c'est pas un secteur dans lequel on va chasser les dividendes, parce que c'est culturellement pas intéressant. Tiens, je te mets une autre oblique que j'ai oublié, un support qui était très intéressant. C'était celui-ci, on soit clair, toi, si, ça a touché plusieurs fois. Donc voilà, vous êtes au même prix en 2021 qu'en 2025. Bon, pas inintéressant. Donc ouais, sincèrement, j'attends de la validation un petit peu ici, d'une forme graphique pour pouvoir dire, tiens, Marimekko devient intéressant. Mais c'est trop tôt encore, c'est trop tôt, parce que ils se lancent un peu dans l'international, comme je disais, mais alors, franchement, c'est très, très, très parcimonieux. Ils sont très, très lents. Et donc, d'où la lenteur, d'où l'interrogation du marché. Mais bon, voilà, moi, je trouve que cette boîte, c'est une boîte intéressante que personne ne connaît. Si ce n'est ceux qui m'ont écouté, fut un temps sur TV Finance. Mais ouais, pour les dividendes, entre nous, bof, c'est la petite cerise sur le gâteau sur ce dossier-là. Allez, on enchaîne avec un dossier que Simon m'a demandé, on m'a déjà demandé plein de fois. Connaît les ascenseurs, on va aller voir si aussi en dividende ça peut être intéressant. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment une linéarité dans le dividende distribué à 1,75 €. Là, ils ont décidé de commencer à augmenter un petit peu. Voilà, je vous dis, ça c'est pas un élément vraiment important. Ce qui est important, c'est le taux ici. On est autour de 3,8, on va dire un petit 4. Et là, on est en train de baisser. Oui, ils annoncent des hausses entre guillemets de dividendes, mais un rendement inférieur. Donc, vous voyez ce que je veux dire. À partir de ce moment-là, il faut être très vigilant par rapport à ça. Et regardez dans l'historique, s'il y a eu des moments intéressants. Regardez, c'est un peu mieux. Donc, je dirais que Koné, il faut y faire attention. À 2021, si vous regardez bien, c'est un moment haut de marché. Et vous allez voir que 2,78, c'est pas terrible. Vaut mieux faire 3,62. C'est déjà beaucoup mieux. Allez, on regarde ça dans le graphique tout de suite. Alors, voici le graphique de Koné. Donc, j'avais dit qu'on était dans un couloir, dans une croissance logique. Ils ont tendance à dire qu'ils vont améliorer leur croissance. Donc, ça peut sortir par le haut, effectivement. Il y a eu un spike là bizarre. Je suis pas sûr que ce soit vraiment eu lieu. Peut-être que c'est plutôt un bug. Enfin, je sais pas trop. J'en sais rien. Mais c'est bizarre. C'est un truc bizarre. Mais parce que rapide, puissant, sur une valeur énorme. Voilà, il y a parfois eu l'inverse aussi. On va prendre le cas actuel. Toi, on est à 3,8%, 3,2% de rendement au niveau de prix là. Si t'achètes maintenant, t'aurais profité de octobre 23 là, à ce moment de marché qui était assez bas. Tu étais au taux de 38 €. Là, ça fait 5% de rendement. Tu vois, 5% ou 3,2, entre 3 et 5, c'est gigantesque. Voilà, donc c'est une valeur pépère. Ça, c'est justement une valeur qu'on ne peut pas trader, à mon avis, qu'on ne rentre pas en portefeuille pour faire autre chose que du dividende. C'est pas la meilleure, parce que 5% en étant acheteur là en bas, parce que tu es le roi du pétrole, machin, t'es un bon trader. Si t'es un bon trader, ça veut dire que t'as autre chose à foutre. Et ici, c'est encore pire. Donc voilà, pour moi, Koné, c'est pas intéressant pour ça. Le dossier est globalement intéressant, mais pour moi, c'est dangereux, quoi. On va aller voir en hebdomadaire s'il y a quelque chose à faire, mais je suis pas hyper fan du dossier en soi-même. Alors, pas hyper fan, essentiellement parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de croissance et que ça limite les potentialités. Voilà, donc c'est vraiment un dossier, il faut aller chercher en bas.
Si tu es vraiment fan de Kone, des ascenseurs, voilà, ils dépendent pas mal aussi de la valeur de la matière inox. Parce que y a beaucoup d'inox dans leur métier et bon bref, toi pas très fan de tout ça. En tout cas, ça accélère, ça a l'air de casser. Ma résistance ici a l'air de commencer à bien vieillir, voire d'être un peu naze. Tiens, regarde, c'est peut-être ça maintenant. C'était peut-être ça la résistance. Oui, c'est peut-être ça. Tu vois, hop, un pullback, hop, j'agrandis. On travaille au-dessus. Voilà, c'est peut-être ça qui se passe. Et en hebdomadaire, j'ai peut-être un couloir qui se met en place, peut-être pas. Et hop, voilà, donc ça tape dans la borne haute. Pas fan, hein, pas fan. Voilà, j'ai beaucoup de problèmes avec Kone en ce qui me concerne. Voilà pour le dossier. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec un nouveau dossier qui s'appelle Elisa. Et c'est Nathalie qui m'a demandé. Elisa, on est dans la téléphonie. Tu vois, c'est encore intéressant au niveau des dividendes. Et donc Elisa, il y a une croissance légère, hein, tranquille, parce qu'il y a quand même un nombre d'années là qui est gigantesque aussi. Hein, faut quand même bien s'en rendre compte. Mais voilà, ça augmente un petit peu d'année en année. Donc on se dit là, c'est le super dossier. Là, c'est génial. On l'achète quand on veut. Voilà, et on va voir que le dossier là, il est quand même, pour vous casser un peu la psychologie parfois qui est un peu difficile quand ça baisse, parce que le dossier, vous allez voir qu'il est un peu particulier. Mais bon, voilà, on va regarder l'histoire du dividende de 6%. Waouh, c'est important là. Hein. Donc on attend une baisse sur le dossier, 40 € la valeur, et puis on était à 49 ici, donc on n'est pas au plus haut hein, actuellement. Et on faisait du 4%, hein, pour regarder un peu avant, on faisait du 3%, voilà, donc... regardez le cours de bourse, il était toujours autour de 49, hein, donc on n'a rien gagné au niveau de la plus-value, c'est pas une valeur croissance du tout, donc c'est vraiment du rendement, 6%, bah oui, 6% ça augmente parce que le dividende augmente, on va aller voir le graphique. Et hop là, on a mensuel. Regardez bien, celui qui a acheté ici, là, 54, on est à 39, vous voyez l'écart? C'est un truc de fou, hein, ça doit faire 30%. Allez, 28%, c'est pas mal hein, le calcul mental. Hein. Voilà, donc 30% d'écart, vous imaginez, hein, c'est-à-dire que vous achetez... À ce niveau-là, c'est quand même beaucoup moins cher et beaucoup plus rentable, donc 6%, que là où on est à, vous avez, rappelez-vous, à 3 à 4%. Ici, vous êtes à 6. Est-ce que c'est intelligent de le faire? Bon, ça, on va regarder ça en hebdomadaire, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué. Mais après, j'ai une oblique ici qui peut être très intéressante, avec un niveau de prix autour de 32. Donc là, vous pouvez faire vos calculs. Attention, hein, je parle qu'il y a peut-être des choses qu'il faut faire attention. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Elisa, ça a réussi à retrouver son plus haut historique ici. Vous voyez, hein, qui était dans les années 2000. Hein. Donc voilà, donc... Elisa, c'est intéressant. Tiens, on peut tirer une autre oblique. Voilà, donc elle est faite, on verra bien ce que ça donne, on va aller voir l'hebdomadaire. Et l'hebdomadaire, bizarre. Regardez ça, c'est aussi bizarre qu'il y ait eu ça. Bon, visiblement, ça a existé, et on rebaisse ici, et là, il y a une news, on va dire. Il faut aller lire la news, il faut la comprendre. C'est là où le fondamental devient intéressant. Hein. Moi, je peux pas vous aider tout le temps. Et globalement, ça devrait aller plus bas. Et ils ont fait un programme de licenciement. Et comme quoi, vous voyez, licenciement, les gens croient, la bourse, c'est des salauds, ils licencient, comme ça, ils gagnent plus d'argent. Bah là, je peux vous dire que beaucoup de gens ont perdu de l'argent. Et c'est assez volumique. Donc, je suis pas sûr que ça tienne là. Il y aura un rebond, etc. Donc, faut patienter, faut attendre que ça se pose. Ce que je dis souvent, il y a toujours des moments, des opportunités pour avoir ça. Mais si tu perds encore là, le rendement augmentera. Et la question, c'est est-ce que Elisa sera capable de maintenir son augmentation de ses rendements? Donc, à vrai dire, c'est pas toujours gagné, hein, c'est pas toujours aussi facile que ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans tout ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est que il vaut mieux chercher une valeur qui est sur un bas et voir un peu si ses métriques sont bons. Donc, Elisa, il faut la laisser faire. Il faut voir un petit peu ce qui va être proposé en chiffres. Et puis, à un moment donné, peut-être un petit peu comme Pernod Ricard pour finir là-dessus. Bon, il y a peut-être un moment de marché intéressant. Il y en avait un sur Orange en début d'année dernière. J'en avais parlé dans la vidéo CAC 40 et vous remarquerez qu'il y avait quelques dossiers qui ont bien accéléré. Bon, il y a la Générale aussi, mais c'était un peu plus difficile à voir. Mais franchement, Orange, c'était jouable. Donc dans la téléphonie, il y avait aussi des choses très sympas. La Générale, c'est du bancaire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié toute cette partie sur les dividendes, etc. On va finir avec les pépites. On va regarder ce que ça donne cette semaine. Allez, c'est parti. On bascule de suite vers les pépites. Allez, on fait d'abord un rapide passage de revue des MDR, les merdes de Ricardo, les pires actions françaises qui soient. Un petit peu de beige. Bon, plus bas historique, ça continue à baisser. Donc c'est toujours aussi merdique. Pour ceux qui veulent connaître cet environnement-là, vous avez des vidéos qui sont à votre disposition, qui ont été tournées cet été sur le sujet et qui vous donnent la liste des valeurs qui composent cet indice. Donc l'indice MDR au plus bas historique, encore une fois. Magnifique, formidable. C'est quand même, en termes de taux de réussite, c'est quand même celui qui est le meilleur. Et puis on va aller voir aussi les valeurs de l'indice SAMU, hein, la partie médicale des merdes de Ricardo. Et on va aller voir ce que ça donne, puisque ça remontait dû à ce que j'avais expliqué. Là aussi, il y a une vidéo dessus. On va regarder ça tout de suite sur l'indice SAMU. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'indice SAMU, hein? Oh, ça commence à baisser. Ça y est, ça s'est calmé, ça s'est arrêté. Et je peux vous dire que ceux qui sont en train d'acheter des biotech en ce moment, ou des trucs, des saloperies du médical, ils vont payer cher. Ils vont payer très très cher. Voilà, ça c'était juste pour faire une petite parenthèse sur la partie
de l'indice MDR, les pires valeurs qui soient. Il y a une centaine plus de 100 valeurs. Vous allez voir les vidéos qui correspondent à ça. Allez, on bascule vers les meilleurs là. On bascule vers les PTDR, les meilleures valeurs. Et on va faire les fantastiques d'abord. Allez, on va regarder ce que ça donne sur les fantastiques. Et qu'est-ce qu'on voit sur longue période sur les fantastiques? Toujours proche du plus haut historique. Et on voit que est-ce que ça monte? Est-ce que ça monte? Allez, on fait un petit zoom sur les 6 derniers mois. Ah, voilà, on a retrouvé notre plus haut annuel, notre plus haut depuis un bon bout de temps. On est en train d'accélérer très très fort. On va aller voir les valeurs, ce qu'elles ont donné, lesquelles ont monté, lesquelles ont tiré vers le haut. Ouais, les fantastiques, je vous avais dit qu'ils étaient fantastiques, même si elles sont pas toutes formidables. Il y en a une en ce moment qui est en train de baisser de nouveau. Et moi je vous dis, il y a des opportunités là aussi peut-être intéressantes. Allez, on va voir la liste des valeurs. Et c'est un rebond général, hormis Evolution. Evolution, ici, -7, elle a donné des résultats qui étaient pas bons. Bon, moi ça me fait sourire là. Là je souris. Je vous le dis tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, retenez bien ce que je dis. Je souris. Voilà. Novo Nordisk qui s'est posé, elle a rebaissé, elle est encore au fond du trou. Comme quoi, toutes les valeurs ne sont pas toutes au plus haut. Par contre, l'indice, lui, est quasiment au plus haut. Et Novo Nordisk et Evolution sont bien au fond de la cave, avec des performances vraiment pas très bonnes. Et puis il y a aussi Lotus Bakeries qui est pas terrible. Et ben moi, je vous le dis. Je vous l'ai dit là aussi. Je répète. Je pense qu'il y a des dossiers qui sont vraiment trop au fond de la cave. On verra bien. Et puis on a des hausses. Alors elles sont toutes modérées, mais c'est généralisé. Qu'on soit clair sur le sujet, c'est généralisé. On a Orion là qui parle très loin de son plus haut historique. On a ASML qui continue à galoper vers le haut. Je parle même pas de Legrand, elle est au plus haut historique. Voilà, elle monte quand même 3% en une semaine. Inditex qui reprend du poil de la bête. Ferrari qui reprend du poil de la bête. Voilà, j'y crois pas du tout. InPost qui va un peu moins mal, donc ça c'est bien aussi. Et la vedette actuelle, c'est l'allemande. Flatex de Giro qui bat record sur record, c'est phénoménal. Et je suis assez fier de vous dire que j'ai vraiment je me suis bataillé là-dessus. J'en ai pris dans la figure sur ce dossier-là, et là, ça part dans tous les sens. Bon, ça va se calmer à un moment donné, mais vous allez voir qu'il y a aussi le sujet sur des pépites. Je rappelle que les fantastiques, c'est plutôt des grosses valeurs, on est sur du long terme, voilà, bon, c'est mon ressentiment. Ça monte quand même globalement de manière assez importante, et c'est au plus haut historique de manière collective, alors que tout n'est pas au plus haut, comme vous l'avez remarqué sur certains graphiques. Allez, on bascule, on va aller voir les pépites. Les pépites, c'est beaucoup plus petit, c'est des petites small, c'est beaucoup plus actif. On est plutôt en train d'être vendeur actuellement sur des dossiers, on a fait des belles plus-values. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le résiduel. Allez, c'est parti, on regarde les pépites tout de suite. Et qu'est-ce que donnent nos pépites depuis le début de l'année? On voit bien que c'est stagnant, mais stagnant avec une petite... ça va peut-être passer au-dessus, là. On voit que ça veut chatouiller ce niveau-là, puis ça irait rechercher le plus haut historique, qui est autour de... On a 35, 40 là, je crois. 35. Donc ça irait chercher le 40-45% de progression. Avec, je rappelle que c'est une stratégie où je donne des valeurs, il n'y a pas alors, point d'entrée plus ou moins intéressant, et puis un point de sortie, il n'y a pas de money management, il n'y a rien, c'est juste tu rentres, tu sors, on verra bien ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne globalement sur des valeurs que j'ai sélectionnées, des petites valeurs en Europe. Voilà pour tous ceux qui ne connaissaient pas la chaîne. Et on a le crack Trump qui est ici, vous avez vu, il est quasiment inexistant. Voilà pour le graphique, on va aller voir le détail des valeurs. On a baissé en quantité, puisqu'on a commencé à alléger quand même pas mal de positions. On a eu des invalidations aussi, ça marche pas tout le temps, qu'on soit clair. Et on se trouve dans une situation avec le résiduel des valeurs qui est intéressant. Vous allez voir qu'il y en a une qui est... Bon voilà, j'avais dit que c'était là que ça se passait et que sinon j'invalidais. Écoutez, on a la réponse cette semaine. Allez, on regarde ça tout de suite sur la liste des valeurs. Alors évidemment, les gens qui me font des réflexions dans les commentaires en me disant ouais, tu parles plus de celle-là, de toute façon, tu en parles que quand ça monte et quand ça baisse, t'en parles plus. Écoute, mon garçon, t'as qu'à suivre la chaîne et suivre chaque épisode. Ça t'évitera de ne pas comprendre pourquoi Kelly a quitté John. Référence au feu de l'amour. Ouais, c'est une story, donc faut suivre. Voilà, donc MIPS. C'est MIPS dont je parlais, évidemment. MIPS, plus 11%. Elle a répondu à ma question, que j'avais un peu la bonne idée. J'avais un peu la réponse avant, mais bon, voilà, elle me l'a confirmé. J'aurais pu avoir tort. Ça fait toujours plaisir. Et puis, Arrêt Delphi continue à tout exploser. C'est un truc de fou, quand même. Truc de fou. Et on a les autres valeurs qui n'ont pas fait grand-chose, avec Paxman qui baisse un peu. Je suis interrogatif sur Paxman, mais pas plus que ça, donc je reste... voilà. Donc la première, la meilleure, c'est une suédoise, la moins bonne, c'est une suédoise, elles encadrent tout ça. Et c'est vrai qu'on a moins de valeurs en ce moment, puisqu'on a plus que 9 valeurs, on en a eu 12, 13, on a encaissé des gains et des pertes, mais globalement, les gains sont beaucoup plus forts que les pertes. Voilà pour les pépites, et c'est tout simplement ça qui va nous permettre de finir cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Spécial dividende, retenez bien ce que je dis sur le sujet. Il y a beaucoup d'adages qui sont faux.
Et puis je vous mets ici un programme qui vous expliquera la bourse, tout simplement, qui s'appelle Débuter en bourse, qui vous permettra de découvrir mieux la bourse, des vidéos qu'on me dit qui sont très appréciables, parce qu'elles vont vraiment au fond du truc, avec mon avis aussi sur le sujet. Et puis vous avez ici une vidéo qui vous dit qui je suis, d'où je viens, et si je suis tout simplement compétent. Allez, je vous dis tous un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.